Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y abordait de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les Chroniques de l'Alarme de Ronce. Épisode 2. Un aller simple vers l'enfer. Lors du précédent épisode, Sharktan, un ambitieux Drukhari de la cabale de la langue venimeuse, a découvert des captifs infectés par une plante extrêmement rare et précieuse. Fort de ce butin, il décide de retourner à son transport volant avec les restes de son escouade. Sharktan sauta d'un bond gracieux sur l'antigrave Etaon, l'agile vaisseau saccageur qui les transportait. Il était déjà lourdement chargé. Pour la plupart par des guerriers kabbalites ennemis ligotés, mais il y avait aussi une gorgone et surtout ses 3 précieux esclaves infectés. Sur les 10 guerriers que comportait son escouade initialement, 3 étaient morts et Sang Zu avait rejoint les esclaves. Il était toujours abavé par terre mais vivant, ce qui était impressionnant. Cependant cette attaque était si risible qu'il avait perdu son statut de guerrier kabbalite en conséquence. Il ne le savait juste pas encore. Shark avait hâte de le voir se réveiller, ligoté et confus. Sa surprise et sa déception ne rendra ses souffrances qu'encore meilleures. Le vaisseau était manœuvré par 2 autres guerriers kabbalites, le pilote et l'artilleur. Ce dernier maniait un énorme canon désintégrateur. Une arme qui tirait des projectiles aussi chauds que des soleils, mais qui ne souffrait pas des problèmes archaïques des lance-plasma des sous-races. Le pilote obéissait à Sharktan, mais il n'était pas directement sous ses ordres. Comme lui, il appartenait à la cabale de la langue venimeuse et ne répondait qu'aux ordres de Dame Malice. Le vaisseau était fixé dans le vide, suspendu en apesanteur grâce à ses moteurs antigraves. Arrimé en bordure d'une tour gigantesque, devant une sorte de large terrasse-balcon qui faisait office de port improvisé et qui abritait le repère de la coterie du chemin sanglant, dans un des recoins impossibles de Comorragh. Comorragh, ou Comorra selon les prononciations, était la ville repère des Eldar Noirs, nichée dans la toile, une dimension parallèle créée il y a des temps immémoriaux par de mystérieux anciens. Si on comparait le Warp avec le contenu d'un lac profond et le monde réel avec sa surface, alors la toile était comme ce fin espace superficiel sur lequel glissaient les araignées d'eau. Là se nichait la cité crépusculaire. Elle est si vaste que la comparer à la plus faramineuse des cités de l'espace réel revient à comparer une montagne à une termitière. Ses dimensions sont inconcevables et impossibles à mesurer avec des moyens conventionnels, et sa population dépasse celle de plusieurs systèmes réunis. Comorragh est en réalité un vaste conglomérat de royaumes et de métropoles reliés entre eux par des portails et des chemins secrets. Dans un de ces recoins avait donc lieu ce raid, et sur le flanc de cette tour, à côté de Etaon, 2 autres saccageurs et un ravageur équipé de 3 lances de ténèbres. Shark observa les autres vaisseaux. Il n'était pas aussi rempli que le sien. Certains étaient encore quasiment vides. Il reconnut d'ailleurs le vaisseau qu'utilisait Philas Turkuzi, son rival haï. Shark tournait sur le ponton comme un lion en cage. Les derniers esclaves étaient en train de se faire attacher au ponton, avec des chaînes et des crochets directement plantés dans leur chair et reliés au sol de métal barbelé. Il observait le pilote. Ce dernier semblait très intéressé par les esclaves infectés par les ronces. Il allait s'attribuer la gloire, ce chien. Il était resté dans le vaisseau à attendre, il n'avait rien fait, mais il sera là devant Malice à s'attribuer la gloire. Et Malice lui prendra des mains ce trésor pour en jouir, alors qu'il retournera dans sa vie de sybarite. Elle ne le fera pas Archon pour ça. Quelle récompense pourrait-elle lui offrir mieux que ses esclaves infectés? Des centaines de captifs? De l'or? Du bijou? De l'avancement? Rien de tout cela ne les valait. Ces esclaves seraient la source de souffrances délicieuses et d'argent en très grande quantité. Et qui disait argent disait pouvoir, disait immortalité, disait plaisirs infinis. Que Malice aille se faire foutre. « On part !» dit-il. « On doit voyager en escorte !» répondit le pilote. « Tu as peur? Tu n'es pas capable de voyager seul? Allume le champ gravitique et va vite !» grogna Sharktan. « Les ordres sont les ordres. La cargaison ne doit pas être interceptée par une autre cabale sur le retour. » Shark détestait ce type. Il ne s'était pas écrasé sous la menace. Et pire, il avait raison. « Eh bien, dis-leur que l'on part et d'envoyer une escorte, ou je te saigne et je le fais moi-même. » Le pilote posa sa main sur sa tempe, envoyant un message codé à d'autres membres de la cabale. Les moteurs se mirent à bourdonner.
posa sa main au-dessus d'une demi-sphère lumineuse, l'autre au-dessus d'une sorte de manche de gouvernail. Le vaisseau dériva lentement latéralement. Un Venom apparut bientôt au-dessus d'eux. C'est un autre véhicule volant Drukhari, plus petit mais plus agile. Il transportait 5 guerriers Kabalites lourdement armés. Puis arriva 5 guerriers Drukhari ailés, que l'on appelait Fléau, et qui portaient des armes lourdes. Dans le ciel sombre de Komora, un feulement sourd signala le passage d'un chasseur stymphale. Un aéronef de chasse supersonique qui volait avec les moteurs au minimum, n'attendant que de bondir en rugissant. « On est prêt à partir !» dit le pilote. « Alors qu'est-ce que t'attends ?» aboya Sherk. Le pilote hocha la tête très lentement, l'air agacé, et le saccageur s'élança vivement. La tour s'effaça derrière eux. Sherk la regarda disparaître dans les ténèbres de la cité crépusculaire. C'était une belle attaque, une belle cible. Si rare d'attaquer une coterie. Et quel butin. Oui, un butin unique. Et une occasion unique. Sherk avait pris sa décision. Il enfila son casque et fixa ses camarades. Les membres de l'escouade observèrent les alentours, cherchant la menace. Ne voyant rien, ils l'imitèrent tout de même. Sherktan ouvrit une communication sur un canal privé, réservé à son escouade. Il désactiva les enceintes intégrées. Ce qu'il disait dans son casque ne serait désormais entendable que par les membres de son escouade. Vous avez conscience de ce qu'on a sur le vaisseau? Il vit les casques se tourner vers lui et vers les esclaves infectés par la ronce. Vous voulez être riche? Vous voulez être puissant? Vous voulez vivre éternellement? Il sentit l'attention de ses camarades s'éveiller. Il était impossible de faire confiance à qui que ce soit dans la société Drukhari, mais on préférait son escouade à sa compagnie à sa division, et sa division à sa cabale, et enfin sa cabale à tout le reste. Aujourd'hui, je vous propose la promotion de votre vie. Et dans un mouvement si vif qu'un œil humain ne pourrait le voir, il dégaina son pistolet et fit éclater la tête du pilote. Kerr, prends l'artilleur! Kerr Héroïte n'hésita pas un instant et fit exploser l'artilleur dans un souffle de blaster, tandis que Sherk bondissait pour prendre la place du pilote dont le corps s'effondrait mollement. Abattez les fléaux! Son escouade se mit immédiatement à l'action et 2 des Drukhari ailés qui volaient autour du vaisseau se firent abattre instantanément, tandis que les autres se dispersaient comme une nuée d'oiseaux. Sherk fit plonger le raider brutalement, presque à 90 degrés vers le bas. Les moteurs se mirent à hurler, tandis que les esclaves s'agitèrent, secoués par ce soudain virage, les chaînes mordant leur chair. Sherk poussa le champ gravitique au maximum pour que tous collent à la surface du ponton. La confusion passée, l'escorte se mit à les poursuivre. Le Venom arriva bientôt derrière lui, et des projectiles commencèrent à pleuvoir. Sortez-vous les doigts du cul, bande d'incapables! C'est le plus grand combat de votre vie que je vous propose! Hurla Sherk sur le canal Vox. Kerr Héroïte avait pris la place de l'artilleur et opérait maintenant le gros canon dislocker. Elle se mit à envoyer projectile après projectile vers l'arrière du vaisseau, tandis que Sherk le manœuvrait toujours plus vite, toujours plus nerveusement. Il le faisait zigzaguer entre les structures colossales et acérées de la ville, essayant de passer au plus proche des parois, pour briser les lignes de vue. Son escouade tirait sans discontinuer, secouée terriblement par les virages brusques. Sherk ne savait s'ils arriveraient à abattre leurs poursuivants, ni s'ils arrivaient à les semer. Il entendait derrière lui le sifflement des moteurs du Venom. Et les projectiles démontraient qu'il n'était pas très loin. Il ne voyait plus le fléau, c'était déjà ça. Ces mercenaires étaient des Drukhari qui s'étaient fait greffer des ailes directement dans le dos, évider les os pour les alléger et gonfler leurs muscles pour être capables de voler avec une agilité inédite. Cela leur avait généralement coûté une fortune, et ils louaient désormais leurs services pour rembourser des dettes colossales. Soudain, un énorme rayon noir vint frôler sa joue droite, s'enfonça dans le plancher du vaisseau et vaporisa au passage un Kabalite et un esclave ligoté. Une explosion suivit immédiatement le rayon de lumière noire, projetant des flammes et de la fumée épaisse du ponton du saccageur. Sherk risqua un coup d'œil vers l'arrière, le chasseur stymphale. Un avion de chasse futuriste et ultra rapide était juste derrière lui, et ses canons étaient braqués droit vers lui. Sachant qu'il n'avait qu'une demi-seconde avant le prochain tir, Sherk fit braquer le vaisseau de la façon la plus nette possible et plongea une nouvelle fois à la verticale vers le bas. Dans ce virage sec, 2 autres esclaves Kabalites ligotés volèrent dans le vide, la force centrifuge déchirant leur chair. Le reste de l'escouade se maintint tant bien que mal sur le véhicule, mais ne tirait plus, tentant autant que possible de rester sur le vaisseau, qui plongeait désormais à la verticale vers le bas, dans une large fumée noire.
Les flammes rugissaient de la coque. Sherk regarda le compteur de vitesse. Celle-ci augmentait à une vitesse folle. Il poussa les moteurs au maximum. Le vent était si vif sur le pont que les flammes en furent soufflées. Les moteurs gravitiques faiblissaient et il était dur de rester accroché à ce ponton quasiment vertical, avec le vent qui les balayait d'une force folle. Il y avait toujours des obstacles sur la route, mais avec la vitesse, le vaisseau était de moins en moins manœuvrable. Sherk amorça une large courbe pour redresser le véhicule tout en conservant sa vitesse. Il passa sous une arche à une vitesse folle. Seule la chance lui permit de ne pas percuter les parois. Alors que la vitesse redescendait et que le saccageur redevenait manœuvrable, Sherk en profita pour virer encore et encore dans différentes directions. Il semblait les avoir semés. Lorsque soudainement, un filet se prit dans le nez du véhicule. Heureusement, celui allait encore si vite qu'il le déchira en partie sans même ralentir. Le sybarite fronça les sourcils, mais il comprit immédiatement la raison de ce filet lorsque de nouveaux tirs percutèrent la coque du vaisseau. Il se tourna et vit un gang d'élions à leur trousse. Ces Drukhari chevauchaient de surf antigraves équipés de fusils éclateurs jumelés et maniaient de longues vouges ainsi que des chaînes se terminant par des crochets. Généralement affiliés à aucune cabale et composés de parias, ils vivaient de pillage et de guet-apens. Sherk tenta d'accélérer, mais le saccageur était endommagé et perdait de la vitesse. Il se tourna et observa. Les élions les rattrapaient et ils semblaient des centaines. Son escouade tirait dans le tas, mais l'issue était prévisible. Il était impossible de tous les avoir. Impossible de les distancer. Impossible de remonter. Il n'y avait qu'une seule direction possible. La pire de toutes. Droit vers les abysses de Comora, là dont personne ne revient jamais vivant. Toujours plus bas. Accrochez-vous. Accrochez tout. On prend un express pour l'enfer! Sans autre hésitation, Sherk fit plonger à nouveau son saccageur à 90 degrés vers le bas. Il vit les membres de l'escouade s'échanger des regards inquiets, mais bientôt, il n'y avait rien d'autre en tête que la survie. Derrière, les élions les suivaient, pour l'instant. Le saccageur accélérait terriblement, encore plus que lors du premier piqué. Sherk lança un coup d'œil au compteur de vitesse. Il montait si vite. Il se mit à clignoter dangereusement alors que 4 chiffres s'affichaient désormais. Sherk eut un sourire d'excitation. Jamais il n'avait été aussi vite, jamais il n'avait été aussi vivant. C'était incroyable. La luminosité changeait à vue d'œil. C'était comme être dans une torpille lancée vers les abysses des océans. Tout autour d'eux, un récif de structures Drukhari acérées, se répétant comme de la fractale. L'illogisme des espaces de Comora se faisait plus flagrant à une telle vitesse. Certaines structures gigantesques se révélaient au détour d'un autre infiniment plus petite, comme si une pyramide apparaissait au détour d'un lampadaire. Des points de la taille d'une goutte de sang se révélaient être des tunnels suffisamment grands pour passer un vaisseau lorsque l'on s'en approchait. À vrai dire, à une telle vitesse, on ne savait même plus dans quelle direction on allait. On ne savait même plus où on était. Sherk tourna la tête. Derrière lui, les ténèbres. Devant, les mêmes, encore plus sombres. Il poussa les éclairages au maximum devant lui, quitte à révéler sa position. Il fallait ralentir. Il tenta de redresser. La coque crissa sur la contrainte. Il dériva l'énergie pour inverser la puissance des réacteurs. Ceux-ci se mirent à tirer le vaisseau plutôt qu'à le pousser. Un rugissement de machine se fit entendre. La vitesse chutait lentement, mais on ne voyait plus rien désormais. Impossible de distinguer si le noir devant lui était un grand espace vide ou un mur épais. Le saccageur continuait de se redresser et de ralentir. Sherk réalisa qu'il allait vivre, qu'il avait réussi. Il fallait désormais remonter au plus vite, avant que... Le saccageur percuta quelque chose sur l'avant droit de la coque, volant brutalement sur le côté. Puis il heurta une surface plane sur laquelle il s'écrasa dans un glissement de métal strident. Une douleur terrible sortit Sherk de l'inconscience. Il se redressa immédiatement et dégaina ses armes. Son épée n'était plus là, mais sa main agrippa son pistolet blaster fermement. Il avait du mal à respirer. Devant lui, l'épave du saccageur, brisée, cabossée, brûlait doucement. À part la lumière des flammes, il n'y avait qu'un phare qui grésillait, à moitié brisé. Tout autour, des ténèbres épaisses. Un hurlement de terreur déchira ce silence. Sherk tenta d'avancer vers le feu, mais il ne put se relever. Il se traîna laborieusement vers la lumière des flammes. Son genou droit ne le soutenait plus, et il avait un mal fou à respirer. Il distinguait des silhouettes autour des flammes. Kaereruit était assise par terre, et elle avait le long canon disloqueur du véhicule posé sur ses cuisses et hanches. Elle scrutait les alentours, accompagnée par d'autres silhouettes ainsi que quelques restes de corps. Certains esclaves étaient toujours ligotés au ponton du véhicule. Vivants, morts, Sherk ne pouvait le voir d'ici.
Une main se posa sur l'épaule de Sherk. Il tenta de se tourner pour mettre en joue son propriétaire, mais reconnut Cosidrion. « Baisse ton arme, enfoiré, j'essaie de tirer de là. On n'est pas seul. Il se rapproche comme... » Une lame émergea soudainement de son ventre, et il lâcha Sherk. Celui-ci roula sur le sol et tira immédiatement dans la silhouette sombre derrière lui. La lumière du tir illumina l'espace une fraction de seconde, juste assez pour que Sherk vit un humanoïde totalement noir, au corps couvert de runes verdâtres luisantes. Ses cheveux étaient d'un blanc ivoire, et ses jambes masquées par une sorte de jupe faite de peau écorchée. Une mandragore. Lorsque le tir la percuta, son torse s'ouvrit en deux et lâcha une lumière verdâtre, tandis que sa bouche se déchira et s'étendit dans une dimension impossible, dévoilant de longues dents fines comme des aiguilles et de la taille d'un avant-bras. La créature disparut dans une explosion de flammes vertes, ainsi que la lame qui perçait le ventre de Cosidrion. Dans la lumière que dégagea cette mort, Sherk eut le temps d'apercevoir des centaines de silhouettes sombres qui glissaient dans les ténèbres tout autour d'eux. Cosidrion tomba à genoux en se tenant le ventre, dont un sang noir coulait abondamment. Il entendit derrière lui le tir sourd du canon désintégrateur de Kaer Erwit. Il se tourna et vit des ombres qui glissaient sur le ponton du saccageur ruiné, coulant rapidement vers la Drukhari affalée. « Stop !» hurla Sharktan. Ce cri lui coupa le souffle et le transperça de douleur. Il avait très certainement des côtes brisées. Il rassembla tout de même son énergie pour arracher son casque. « Un marché ! Passons un marché !» Les ombres parurent se figer. Durant un instant, il n'y avait que le crépitement des flammes. Une voix spectrale sortit finalement des ténèbres. Les mandragores sont des créatures terrifiantes, même pour les Drukhari pourtant habitués aux pires horreurs. Personne ne sait leur véritable nature, ni origine. Étaient-ce des démons? Les ténèbres qui ont pris vie? Le fruit d'une union ignoble entre des Alderi des temps anciens et des créatures sans nom qui résidaient dans la toile? Peu importe, tous les craignaient. Pourtant, il était possible de passer des pactes avec eux. Ces pactes requièrent des paiements inhabituels et sont souvent terribles. Mais Sherk était prêt à tout pour sauver sa propre vie. « Je transporte une plante rare !» expliqua l'ambitieux Sybarite. « Laissez-moi la vie, du temps et un lieu sûr, et je pourrai fabriquer de l'essence d'agonie. » Il en profita pour se redresser, appuyé sur sa seule jambe valable, la main sur les côtes, l'autre avec le pistolet en main. Crépitement du feu. Le bruit des ombres mouvantes tout autour de lui. « Je peux vous en donner !» Il attendit. « On peut collaborer !» La voix était apparue juste derrière son oreille droite. Sherk tourna la tête et vit une main noire posée sur son épaule. 2 longs ongles sales et courbés étaient tournés vers sa gorge. Les pointes caressaient doucement sa carotide. Il vit son souffle se condenser en une brume glacée. Il sentait la créature juste derrière lui. Tous les poils de sa nuque se dressaient de terreur. Il devait rassembler tout le courage qui lui restait pour ne pas s'évanouir. Je suis Sharktan, et je suis le futur archon d'une riche et puissante cabale. Souffla la créature. Sherk regardait à droite devant lui. Il voyait Kaer Erwit qui le fixait, les yeux écarquillés. À vrai dire, elle ne le regardait pas lui, mais quelque chose juste à la droite de son visage, juste derrière son épaule. Malgré la terrible brûlure mal cicatrisée qui la défigurait, on lisait une terreur indicible en elle. Sherk sentit les ongles qui piquaient sa chair. Ils s'enfonçaient très lentement dans sa peau, passant d'une petite gêne à une douleur légère, puis très prononcée. « Fournissez-moi votre protection, et je vous donnerai une partie de ma production. » Cette fois, la voix venait de sa gauche. Il sentait le souffle fétide de son haleine, un mélange de carcasse et de cendres. Il eut le goût ferreux du sang dans la bouche. Était-ce à cause de la plaie dans sa gorge?
Les ongles griffus continuaient de jouer avec sa peau désormais en lambeaux. Par miracle, ou plutôt par talent, la bête arrivait à lui lacérer la peau du cou et les muscles tout en évitant soigneusement les larges artères et les trachées nécessaires à sa survie. Sherk avait le cœur qui tambourinait comme jamais. « Je me fous de vivre si je ne peux accomplir mes rêves !» Cela fit rire doucement la bête derrière lui. Puis le silence revint. La présence derrière lui recula. La main s'éloigna de son cou. Durant un instant, il crut qu'elle était partie. Il tourna doucement la tête et il crut la voir derrière lui dans le coin de son œil. Il se tourna vivement d'un coup sec, le pistolet pointé. Mais il n'y avait rien que les ténèbres. Il sentait son sang chaud couler le long de son cou, s'infiltrer sous sa cuirasse. Il se recula, le pistolet toujours tendu, le feu derrière lui. Celui-ci dégageait une chaleur qui lui chauffait la nuque. Il sentait qu'il s'en approchait. Lorsque soudain cette chaleur disparut et fut remplacée par un vent glacé qui lui dressa les poils dans la nuque à nouveau. Il pivota sur lui-même vivement une fois encore, mais se trouva littéralement nez à nez avec la créature. Elle ressemblait à un Aeldari, comme lui, mais dont la peau était noire comme le charbon, et le visage masqué par des longs cheveux blancs qui tombaient jusque sa taille. Un froid mordant se dégageait d'elle et rentrait dans son corps, jusque ses os. Sherk eut un spasme nerveux des paupières, comme si son corps l'avertissait qu'il ne tiendrait plus très longtemps face à de telles horreurs. Aucun visage n'était visible, ni yeux, ni bouche, jusqu'à ce qu'une fente incroyablement large découpe lentement cette tête en deux, dégageant une petite lumière verte. La créature fit un pas en arrière. Sherk posa son regard vers l'énorme lame qu'elle tenait en main, ressemblant à une épée sur laquelle on aurait fusionné des crochets de boucher. Vous pouvez rester. Et aussi soudainement qu'elle était apparue, elle sembla faire un pas sur le côté et disparut dans les ténèbres, révélant le feu et Kaeruit assise par terre. Lentement, les ténèbres se firent moins forts. Le feu semblait éclairer plus loin, et la lampe cessa de grésiller. Il devint possible de regarder tout autour. Ils étaient dans une grande pièce, d'une 50aine de mètres carrés, avec plusieurs portes et couloirs sombres. Derrière eux, une sorte d'arche avait été brisée, sûrement par le choc du saccageur. Celle-ci ne donnait sur rien, à part un simple mur de pierre. Était-ce un portail ? Avait-il passé une porte en la brisant au passage ? Comment était-il arrivé dans cette pièce sinon ? Le sang dégoulinant de sa gorge ouverte, le genou broyé, les côtes brisées, le véhicule en flammes et brutalement cabossé, les passagers éparpillés, pour la plupart en morceaux tout autour de lui, Sherk Tan, qui esquisse un sourire. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'était l'épisode 2 des Chroniques de la Larme de Ronce. Merci à tous ceux qui ont rejoint ce projet et à mes premiers abonnés. Vous n'avez pas idée à quel point votre soutien m'est utile. Je compte essayer de tenir un rythme de 1 à 2 épisodes par mois, car il m'est difficile de faire un travail de qualité seul plus rapidement. Je suis très curieux de vos retours, critiques et conseils. Aussi, n'hésitez pas à commenter pour m'aider à faire un travail toujours plus qualitatif. Si cela vous a plu, merci de le partager à d'autres fans de cet univers, et pour ne pas rater les prochains épisodes ou futurs projets, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!